Alors, on va accueillir tout de suite Madame Céline Martinez. Céline Martinez, vous nous rejoignez et vous êtes psychologue clinicienne à la Compagnie des aidants et vous allez nous parler de cette souffrance des aidants. Pendant que les gens rentrent et s'installent, la souffrance des aidants, elle est importante. Il faut savoir que beaucoup d'aidants s'épuisent avant même le malade. C'est quelque chose qui est difficile d'être aidant. Il y en a dans la salle, je les connais, je ne citerai pas, je les nommerai pas et je veux embarrasser personne, mais je sais quel courage ils ont et combien c'est difficile au quotidien. Voilà, je vous laisse la parole, vous connaissez la règle, à -5, il y a la petite clochette, voilà. Entendu. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, monsieur, être un aidant, c'est un métier et c'est aussi un défi et personne n'y est préparé. Si dans le cycle naturel de la vie, on est préparé à ce que nos proches, dans le cercle familial, âgés, perdent en autonomie, c'est quelque chose qui advient dans les histoires qu'on raconte aux enfants et ensuite quand on devient adulte, voilà, on sent que voilà, le cycle de la vie fait que tout d'un coup on va décliner petit à petit. Mais dans d'autres situations d'aidance vont se tramer des situations beaucoup plus graves et avec des variabilités bien sûr dans la gravité, mais qui vont concerner le fait de perdre en autonomie en fonction des situations de la vie comme la perte d'autonomie, une situation de handicap, ou alors, bien sûr, le très grand âge avec les maladies qui peuvent s'associer avec des consonances très, très, très complexes. Alors, pour être bien sûr de ce que l'on évoque, qu'est-ce que c'est être aidant ? Dans le cercle familial, c'est être une personne qui va accompagner et proposer des soins dans le parcours de vie de la personne fragilisée, donc par le grand âge, le handicap ou la vieillesse. Il y existe en France 11 à 12 millions d'aidants. C'est un chiffre assez remarquable. Je suis sûre que on n'a pas l'ensemble du dénombrement de ces personnes, puisque la psychologie des aidants est de se taire par dignité. Donc, ce qui est très très compliqué, c'est de repérer les aidants. Et ce que j'aimerais, pour être la mère d'un enfant handicapé très grave, une des maladies les plus difficiles sur les 8000 répertoriées dans le monde, c'est que à l'annonce d'un diagnostic pour un de vos proches, il faudrait que, à vous, la personne de confiance ou la personne qui va s'occuper longuement de la personne fragilisée, on vous dise « vous allez devenir aidant ». Et les sentinelles qui sont capables d'entendre et de repérer ces personnes sont les médecins ou les pharmaciens, et pour les enfants, ce sont les professeurs d'école. Alors s'il y a des personnes qui ont ces métiers dans la salle, ça serait intéressant de s'interroger justement sur cette lumière qui est faite sur le patient, avec tout son parcours qui est même programmé par les structures de santé, par l'ARS et puis la sécurité sociale, parce qu'il y a qu'on pourrait dire des pit stops qui font qu'en fonction d'une certaine maladie, on va proposer des points de réévaluation de situation pour le patient, mais on oublie de s'occuper de l'aidant. Or, derrière chaque patient, il y a un aidant. C'est un duo. Et c'est un duo qui peut devenir aliénant. Parce que, très rapidement, l'aidant, par dévouement, par valeur judéo-chrétienne, par valeur religieuse ou morale, va vraiment apporter un soutien qui va devenir chronique. Et il va être dans le faire.
le faire, et se dédier à cette personne, que ce soit un enfant, ou que ce soit un jeune ou une personne âgée. Et au bout d'un moment, il est avalé dans cette mission, dans ce rôle. Et c'est très rare que l'aidant puisse prendre du recul, puisque la maladie, elle ne prend pas de vacances. La maladie ne s'arrête jamais. La maladie, c'est souvent le jour, mais c'est aussi la nuit. C'est 365 jours sur 365. Donc il y a des temps où les structures et les structures de santé vont peut-être venir au domicile, ou alors les aidants et les aidés peuvent se présenter dans des structures de santé, mais voilà, l'été, les choses s'arrêtent. La nuit, ça coûte très très cher de pouvoir être soulagé. Donc l'aidant va se retrouver avalé par 3 charges très fortes. 3 charges qui sont d'abord une charge morale. À l'annonce, par exemple, d'un diagnostic, on n'est pas en train d'annoncer un rhume. On annonce des choses qui sont graves et nous ne sommes pas médecins, puisqu'un aidant est une personne non professionnelle. Alors, il faut pouvoir déjà encaisser la nouvelle. Et ça, ce sont des situations en psychologie qu'on appelle une effraction du moi, c'est-à-dire une effraction de toutes une situation qui jusqu'alors était à peu près normale, linéaire, et tout d'un coup, il va y avoir une rupture très forte quand on annonce à quelqu'un qu'il est porteur d'une maladie comme le cancer, ou qu'il débute un Alzheimer, ou un jeune accidenté de la route qui est handicapé pour la vie ou de façon temporaire, ou alors que des parents viennent de mettre au monde un enfant porteur de handicap. Il y a quand même 3 séquences chez l'humain, qui est d'abord d'accueillir la nouvelle, donc on est en état de sidération. Et là, on voudrait proposer beaucoup de choses à l'aidant, mais il n'entend pas, parce qu'il est très stressé. Il se rend compte de ce défi qui s'annonce à lui, et souvent, ça arrive en moyenne quand on est âgé entre 40 et 50 ans, mais voilà, dans des situations particulières avec le handicap ou des maladies chroniques, ça peut arriver beaucoup plus tôt. C'est pour ça que c'est ici que j'annonce aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il existe 500 000 jeunes aidants en France. C'est à peu près 2 par classe. Ce sont par exemple des enfants d'une maman, voilà, qui déclare un cancer, ou d'un papa qui fait un AVC, et qui ne va plus pouvoir prendre toutes ses responsabilités en tant que parent. Et donc l'enfant, quand il rentre de l'école, au lieu de jouer aux jeux vidéo ou de se détendre un peu, il va faire à manger, il va aller chercher les médicaments, il va les ramener à la maison, il va aller chercher ses frères et sœurs à l'école. Et donc c'est tout un destin qui est transformé là. Il y a une association extraordinaire qui s'appelle JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui fait très attention justement à repérer les enfants dans les consultations médicales, parce qu'ils sont complètement invisibilisés. Moi, par exemple, mon fils, qui a aujourd'hui 20 ans, a accueilli son petit frère, il avait 6 ans. Et c'est vrai que c'est un enfant, comme aussi sa sœur aînée, qui ont été des eaux dormantes. Ils ne m'ont jamais posé aucun souci, parce qu'ils sentaient qu'il ne fallait pas surajouter à la situation qui était lourde pour leur petit frère, qui avait des détresses respiratoires, qui n'arrivait pas à boire un biberon. Voilà. Donc, ils cachent ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sentent, et ils se réfugient dans une pseudo-normalité. C'est-à-dire que même à l'école, ils ne vont pas raconter leur vie, parce qu'ils ne veulent pas que ça s'immisce dans leur vie d'adolescent ou leur vie de jeune. Donc, ils se cachent quelque part. Donc, il faut leur tendre la main. Et c'est ce que fait Jade par des propositions très ludiques, comme faire un petit court-métrage. Ils partent, par exemple, 1 semaine dans un endroit très agréable où ils peuvent redevenir des enfants et ne pas, justement, prendre à eux toute cette parentalité un petit peu particulière. Ce sont des enfants, souvent, qui vont devenir très matures au niveau psychologique, mais affectivement parlant, ce sont des enfants qui sont très attaqués. Donc il faut y penser aussi quand on évoque la douleur ou
les troubles de santé pour les aidants, c'est d'écouter ces enfants qui sont particulièrement silencieux. Et il faut les aider à dire, parce que moi j'ai fait l'erreur, je me suis dit ils sont jeunes, ils ont la force, donc ils peuvent m'aider. Mais en fait, ça s'arrête jamais. Donc à un moment donné, il faut remettre tout le monde à sa place. Et ça, c'est très important aussi pour vous, les aidants, c'est de se dire, d'accord, vous êtes aidant, mais vous êtes aussi une femme, un homme, vous êtes un mari, une épouse, vous êtes une cousine, un voisin. Et ça, c'est important aussi de le prendre en charge et d'en prendre soin, parce que si vous vous nourrissez vous-même, vous serez un aidant qui peut revenir vers votre aidé d'une autre manière. Donc voilà, j'ai évoqué en quelques exemples cette charge psychologique qui est d'être dans cette vigilance extrême d'une personne dont on va compenser les manquements, les troubles qui peuvent être de l'ordre de la dépression, qui peuvent être de l'ordre du mal, des douleurs quand ils reçoivent leur traitement. Et c'est vrai que en tant qu'aidant, il y a la culpabilité qui va naître pour justement abaisser ce niveau de souffrance que vous percevez chez votre proche. Vous voulez atténuer tout ça. Donc effectivement, vous allez dédier votre cerveau, que vous soyez au travail ou pas, constamment à la personne, comme si c'était un enfant de 6 mois. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle en psychologie une préoccupation très 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 importante. Normalement, par exemple, moi en tant que maman, là j'ai un enfant de 13 ans qui est porteur de handicap. Quand je vois les enfants de 13 ans marcher dans la rue, ils sont avec leurs copains, ils sont allés acheter leurs bonbons, ils vont au sport tranquille. Moi, je dois surveiller mon fils quand il sort de la voiture parce qu'il peut se faire écraser, parce qu'il a très envie d'aller courir et acheter un journal au kiosque du coin. Ou parce qu'il a repéré quelque chose qui l'intéresse et qu'il va... là, par exemple, il n'a pas de sensation de satiété, donc c'est un enfant qui voudrait manger tout le temps. Donc en situation de baptême, de mariage, de dîner, il faut que je sois constamment avec un œil sur lui. Et en même temps, je dois écouter une conversation pour essayer d'être la mère, l'amie, voilà. Pardon, je bois un petit peu. Alors j'en profite pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Je vous ai pas infligé la clochette. C'est très gentil. Donc, ce qui est important, c'est de parler de prévention et de très vite repérer vos besoins en tant qu'aidant. Donc, je dirais qu'il faudrait que vous ayez trois étapes dans votre tête, que vous identifiez que vous soyez aidant et à quel rythme. Quelquefois, je ne sais pas, enfin qu'on vous filme pendant quelques minutes et que vous repériez ce que vous faites le jour et la nuit. Ce sont quelquefois des situations hors normes. Ce n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal va vous mener à un moment donné vers une double peine qui va être que vous allez vous retrouver en risque, vous aussi, de santé avec des maladies cardiovasculaires parce que vous allez subir un stress chronique qui peut être un minima, mais comme il est récurrent, il y a à peu près 70% des aidants qui ont des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des troubles de l'humeur, de l'irascibilité par exemple. Moi j'ai un fils qui est obsessionnel, qui me demande de lire un livre de Tchoupi depuis 13 ans. Je n'en peux plus de Tchoupi qui va aux toilettes. Moi je voudrais Tchoupi aller visiter les Égyptiens par exemple. Vous voyez, ça use. Donc ce qui est très important, donc, c'est de s'identifier en tant qu'aidant. Et si des professionnels ou des amis vous tendent la main et vous dites il faudrait quand même que tu t'arrêtes un petit peu, ils prennent soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous prendrez mieux soin de votre proche. Le deuxième temps qui sera important pour vous, c'est de oser. C'est-à-dire qu'il faut s'autoriser le plaisir. Ce qui est très intéressant, moi, depuis que je suis dans les danses, c'est de comprendre, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide des besoins d'un être humain par la théorie de Maslow. Voilà. Toute la base chez les dents, elle est explosée. Manger, boire, dormir, c'est pas toujours très très sûr pour un aidant. Donc il faut imaginer que toute la pyramide ensuite elle explose. Il y a des personnes qui s'arrêtent de travailler, voilà, il y en a qui dorment plus, il y en a qui se murent, qui s'isolent pour pouvoir assumer leur charge d'aidant, et ça c'est pas normal.
Et ensuite, voilà, avec l'aide donc des professionnels, osez prendre du temps pour vous. Et si vous n'arrivez pas à identifier vos besoins, qui seraient voilà, de dormir, de se reposer, de manger correctement, d'aller vous soigner, de vous reposer, commencez par prendre une feuille blanche et d'écrire vos rêves. Mais des rêves très simples, hein. Je rêve d'aller boire un café le matin ou le soir. Je rêve de lire ce livre. Oh, je rêverais d'aller voir ce film. Il faut commencer simple. Et voilà. Et j'espère que vous aurez sur votre route des lumières, comme une consoeur qui viendra ensuite à la tribune vous donner des astuces, ou comme ce colloque qui vous présente tout un tas de ressources dont il faut vraiment se saisir. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir parlé avec pudeur, hein, et délicatesse des aidants. C'est vrai que ça mériterait un colloque à part entière. Il y en a, hein, d'ailleurs des colloques d'aidants, il y a des associations d'aidants, mais il y a ce tabou de l'aidant qui se dit je veux pas rajouter un problème à un problème, et qui oublie de vivre, qui s'oublie complètement. C'est ça. Et voilà. C'est extrêmement dommage. C'est vrai que on pense que c'est de la dignité, c'est de l'humilité, mais en fait c'est très grave. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on va se retrouver, comme je vous disais, dans une double peine. Et quelquefois, j'évoque carrément l'art de la guerre, qui a été écrit par Lao Tse, c'est ça, je crois. Non, c'est pas Lao Tse. C'est pas Lao Tse. C'est un autre. C'est un autre. Bon, très. C'est Lao Tse ? Non. Non, je sais pas. Allez, faites un coup de Google, on va voir. Un petit coup de Google pour m'aider. Pour moi, c'est un autre. Mais... C'est ça, les aidants. C'est des troubles de la mémoire, vous voyez, quand on dort pas très bien. Mais effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. Et nous, les aidants, nous ne sommes pas malades. Nous sommes épuisés. Donc, c'est très facile de restaurer un aidant. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup d'aidants dans la salle ? Ouais, il y en a, et il y a des jeunes, et il y a des moins jeunes. Et je vois un doigt qui est resté levé longtemps, et vous, ça fait 17 ans que vous êtes aidant, et c'est long. Voilà. On applaudit les aidants, et on pense à eux.